N'applaudissez pas trop vite, ça va peut-être être une catastrophe. Donc, en tout cas, je voudrais commencer par vous parler de 66 satellites qui s'appellent Iridium et qui tournent au-dessus de notre tête. Et en fait, chacun de ces satellites est responsable d'environ 1000 conversations téléphoniques. Bon, donc il y en a plein comme ça, des satellites. Mais pourquoi je vous parle d'eux? Parce que vous voyez que ces satellites possèdent des grands miroirs. Et donc, ces grands miroirs, quand c'est la nuit sur Terre, les satellites, eux, sont encore dans la lumière du Soleil. Et une partie de cette lumière reflète sur les miroirs et va ensuite se refléter sur Terre. D'accord? Alors, ce n'est pas un phénomène très très impressionnant, mais si vous regardez pile au bon moment, vous risquez de voir dans le ciel une tache comme celle-ci. C'est comme un flash lumineux qui va durer 2-3 secondes, quelques secondes. D'accord? Mais alors la question, c'est comment on fait pour voir ça? Alors, je vous fais voir une petite application que vous pouvez installer sur vos smartphones et compagnie, qui s'appelle Sputnik. Alors, d'abord, vous choisissez Current Location, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes. Donc, vous cliquez, il détecte, et puis, vous voyez, il trouve les coordonnées de l'endroit. Et puis ensuite, vous choisissez, par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans les 24 prochaines heures. Alors, dans les 24 prochaines heures, il va vous dire si l'un de ces satellites ou la station internationale va passer. Alors, vous voyez que, par exemple, si vous regardez première ligne, aujourd'hui, à 23h08 et 49 secondes, va passer l'un de ces satellites Iridium dont je vous parlais. Alors, vous cliquez dessus, et il vous dit précisément qu'il va passer à 23h08 49 secondes, qu'il faudra que vous regardiez dans la direction 64 degrés nord-est, avec que vous regardiez à 45 degrés, d'accord? Et puis pour vous aider, vous appuyez là, et puis vous lancez votre appareil, et donc vous cherchez, vous tournez tranquillement, vous trouvez là-haut, alors 64, vous voyez, j'arrive à 64 à peu près en bas. En haut, j'essaye de m'approcher de 45 degrés, hop là, donc quand j'y suis à peu près comme ça, il suffit que je pointe ma lunette, enfin que mon œil en fait, que je regarde dans cette direction tout à l'heure à 23h, j'ai oublié, et on verra exactement ce flash lumineux. Donc ça, je vous le recommande si vous voulez draguer votre chéri ou votre chérie. Vous allez le soir, comme ça, et vous lui dites, regarde dans telle direction, à telle seconde, et paf, un flash lumineux. Et là, à coup sûr, ça va bien se passer. Alors, ceci étant, donc c'est pas de la mathémagie, il y a un truc extrêmement prodigieux, c'est ce qu'on appelle le calcul différentiel intégral qui a été inventé par Newton. Alors vous voyez mon petit personnage, donc ça c'est notre sorte de Newton. Donc les choses sérieuses commencent au XVIIe siècle à partir de personnages comme Newton. Donc c'est quelqu'un qui va comprendre que les forces qui animent le monde sont universelles, partout de même nature, et plus fort que ça, c'est-à-dire plus fort que ses prédécesseurs, il va mettre au point une sorte de boule de cristal qui permet de prédire l'avenir. C'est-à-dire que jusque-là, on faisait des choses qualitatives, on observait, etc. À partir de Newton, la science prend une nouvelle dimension et on va faire des choses quantitatives. Donc c'est grâce à ce genre de personnages, et en particulier donc Newton et Leibniz, qui mettent au point ce calcul différentiel et intégral qu'on apprend encore en classe à partir de lycée. Lycée, et ensuite on apprend ce qu'on appelle à dériver des fonctions et le contraire, à les intégrer. Alors Newton nous propose une recette, donc il a un principe fondamental de la dynamique qui permet de prendre un phénomène que l'on étudie, par exemple le mouvement d'un satellite, on met tout ça en équation. Cette équation est compliquée puisqu'elle fait intervenir la vitesse et la position de l'objet, et c'est pour ça qu'on parle d'équation différentielle. Et une fois qu'on a cette équation différentielle, on cherche à résoudre cette équation différentielle, et c'est ça qu'on appelle le calcul différentiel et intégral. Vous êtes capable de résoudre votre équation différentielle, eh bien vous serez exactement capable de dire à quel moment, dans quelle direction il faut regarder pour voir tel ou tel phénomène astronomique. D'accord? Donc c'est ni plus ni moins que ça qui est embarqué dans l'application que je vous ai fait voir tout à l'heure.
Alors, je voudrais dire juste 2-3 mots à propos de tout l'enthousiasme qu'il y a eu dans cette période scientifique 17e, 18e et 19e siècle, donc où le monde semblait extrêmement harmonieux et prévisible. Donc le monde du Newton était hérité de celui des anciens, je parle en particulier des anciens grecs, où on avait longtemps observé le mouvement périodique des choses. C'est vrai que dans la nature autour de nous, il y a énormément de phénomènes périodiques. Par exemple, notre cœur bat à une fréquence à peu près régulière. Le soleil se lève tous les jours et se couche tous les jours de manière assez régulière. Il n'y a pas vraiment de surprise. Bref, il y a beaucoup de choses périodiques. Donc on pensait que la plupart des phénomènes, et peut-être même tous les phénomènes de la dynamique, après une période transitoire, eh bien, se stabilisent sur un mouvement périodique ou quasi-périodique. C'est le triomphe de l'analyse mathématique au XVIIIe et au XIXe siècle, où on va inventer tout un tas de méthodes pour résoudre ces équations différentielles et toujours prédire des phénomènes de plus en plus compliqués. En particulier, ce qui passionne les gens, ce sont les phénomènes astronomiques, comprendre le mouvement des corps célestes, et on en parlera, je pense, largement dans la conférence suivante. Tout ceci est symbolisé, cette puissance mathématique est symbolisée par ce phénomène assez extraordinaire, qui est que Le Verrier va aller jusqu'à découvrir la planète Neptune simplement par le calcul. C'est-à-dire qu'il y avait un phénomène qu'on ne comprenait pas, et il s'est dit, si j'introduis une planète que personne ne voit à tel endroit, alors je refais mes calculs, et là les observations coïncident. Et donc il a pu dire aux gens, pointez votre télescope dans telle direction et vous risquez d'observer une nouvelle planète, et c'est comme ça qu'on a découvert Neptune. Donc vous voyez l'enthousiasme des gens et puis la science qui était véritablement qui donnait des résultats, c'était merveilleux. Donc l'optimisme était grand, les gens résolvaient des équations différentielles à longueur de journée et tout marchait bien. Alors, tout ça est symbolisé dans cette citation de Laplace que je vais relire. On en a entendu parler dans la première conférence. Donc, je vous la lis parce que c'est celle qui elle est très importante et tout le monde n'était peut-être pas là, et qui va expliquer véritablement ce que c'est que le déterminisme scientifique. Donc, Laplace écrit très très bien. Malgré tout, quand on l'entend la première fois, on ne comprend peut-être pas tout d'un coup. Donc, je vous la paraphrase dans la foulée. Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Donc que nous dit Laplace? Donc je paraphrase. Il nous dit simplement que si vous êtes capable, quand vous étudiez un système qui vous intéresse, si vous êtes capable de faire le bilan de toutes les forces qui s'exercent sur ce système, alors vous suivez la recette donnée par Newton et vous êtes capable de mettre tout ça en équation. Et il faut que vous connaissiez également toutes les positions et toutes les vitesses des objets à l'instant de départ. Alors une fois que vous avez ça, donc c'est cette fameuse intelligence qui connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation au départ, et si cette intelligence est suffisamment forte pour résoudre l'équation différentielle, c'est-à-dire soumettre toutes ces données à l'analyse, alors vous allez être capable de prédire précisément le mouvement de l'objet que vous étudiez, à la seconde près, etc. Et donc vous allez pouvoir prédire l'avenir. Plus rien n'est incertain à vos yeux. Et donc c'est là une sorte de paradigme, le déterminisme scientifique dans toute sa splendeur. Mais Laplace, dont on va sûrement beaucoup parler après, n'était pas aussi arrogant que la citation le laisse penser, parce qu'il écrit ça dans la préface de son essai philosophique sur les probabilités, ce qui montre qu'il entrevoit d'ores et déjà les limites d'un tel déterminisme scientifique. Imaginons un billard parfait, sur lequel les billes roulent sans frottement.
Quand la queue de billard frappe la bille blanche, le mouvement est compliqué. Peut-on prévoir ce mouvement? Bien sûr que oui, puisque l'ordinateur qui a calculé ces images a pu le faire. Mais il a fait beaucoup de calculs. On le voit, les billes suivent des trajectoires rectilignes et elles rebondissent les unes sur les autres. Ces chocs sont fréquents, mais si on prend son temps, ou si on calcule très vite, on peut prévoir la trajectoire pas à pas, choc après choc. L'ordinateur pourrait facilement calculer la position de la bille blanche dans 1 heure, par exemple. Mais le calcul que cela représenterait dépasse de loin les capacités d'un être humain. Les prévisions en principe, peut-être, mais en pratique. Déplaçons l'une des billes de quelques centimètres. Regardez, les 2 tables de billard sont presque identiques. Seule une bille a été légèrement déplacée. Lorsqu'on lance la bille blanche, le mouvement des 2 côtés commence de la même manière. Mais après un certain temps, pas très long, les trajectoires deviennent complètement différentes. Si je veux prévoir la trajectoire future de la bille blanche, je peux le faire. Mais il me faudra connaître en détail la position de toutes les billes sur la table. Et il y en a beaucoup. Une petite incertitude sur une bille brisera tout espoir de déterminer le futur. Donc, je vais vous faire voir dans cet exposé plusieurs extraits de films comme celui-ci. Donc ce film c'est Chaos, que j'ai co-réalisé avec Étienne Gis, qui est mathématicien à l'ENS de Lyon, et Jos Less, qui est ingénieur spécialiste de graphisme sur ordinateur. Et donc j'ai utilisé ces quelques extraits de films pour illustrer ce que je raconte. Et puis, si ça vous plaît, je vous donnerai les références pour aller voir le film en entier. Avant, je fais une petite pause. Je vais vous, donc, hop. Ça va trop vite. La technologie va plus vite que moi. Donc vous avez vu que dans la première partie de ce qu'on a vu, le billard, donc on a vu que le déterminisme scientifique, on peut calculer la position des billes de billard, etc. Mais on a vu aussi dans un deuxième temps qu'une petite variation quelque part peut rapidement engendrer de très très grandes différences. Aujourd'hui, on parle en termes techniques, on parle de dépendance sensible aux conditions initiales, et en termes moins techniques, on parle d'effet papillon, et c'est cet effet papillon dont je vais parler maintenant. Donc c'est quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que c'est une expression qu'on emploie dans le grand public, même si parfois on est un peu imprécis, on l'emploie à tort et à travers, et surtout, on ne dévoile pas toute la richesse de l'effet papillon, à savoir que derrière, il y a une théorie qu'on appelle la théorie du chaos. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que c'est que l'effet papillon, et puis surtout, je vais essayer de vous convaincre que derrière, il y a une vraie théorie scientifique qui va être donc une alternative, pas une alternative, mais une autre façon de penser le déterminisme, d'accord, dont on a vu les limites, puisque une petite incertitude quelque part engendre de grandes conséquences. Donc pour vous faire ça, je propose de commencer juste par un extrait d'un film qui s'appelle Jurassic Park, que vous connaissez sûrement. Donc je vous fais le pitch en 1 seconde. Je vais vous faire voir 3-4 extraits, parce que dans ce film, donc, on a un grand monsieur là, qui est très très riche et qui a le projet d'ouvrir une île sur laquelle il va mettre plein de dinosaures. Et donc avant d'ouvrir son projet, il fait venir plusieurs experts. Donc il y a un expert des dinosaures et puis son assistante, donc expert des dinosaures, et puis il y a un banquier, un financier, qui lui a fait venir un mathématicien qui est spécialiste de la théorie du chaos. Et lui qui est assez sceptique quant à ce projet d'ouvrir un parc avec des dinosaures. Donc vous allez voir, il est assez marrant, il fait des répliques assez rigolotes.
Et puis surtout, vous allez voir comment un mathématicien s'y prend, encore une fois, pour draguer l'assistante du professeur des dinosaures. Oui. Alors vous deux, vous déterrez les dinosaures. On essaie. Il faudra vous habituer au professeur Malcolm. Il souffre d'un déplorable excès de personnalité, surtout pour un mathématicien. Chaoticien en réalité. Non. Je n'adhère pas à la théorie du chaos en particulier en ce qui concerne son petit projet scientifique. Que l'ânerie, Yann. Vous n'avez jamais été capable d'expliquer clairement vos inquiétudes au sujet de mon livre. À cause du comportement du système dans l'espace des phases. Un tas de chiffres compilés, nouvelle manière, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous suis reconnaissant de ne pas... Professeur Sattler, professeur Jones, vous avez entendu parler de la théorie du chaos? Non. Non, les équations non linéaires. Les attractions normales. Professeur Sattler, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas familiarisé avec le concept de l'attraction. Moi, j'ai amené des savants. Vous amenez une star du rock. On arrive. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Eh oh! Eh oh! Alors oui? Je crois que je hais cet homme. Vous voyez, le tyrannosaure n'obéit à aucun schéma de groupe ni à aucun horaire de parc d'attraction. C'est l'essence du chaos. Je comprends toujours pas cette théorie du chaos. Qu'est-ce que ça signifie? Purement et simplement de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Waouh! Je suis allé trop vite. Je vais trop vite. Non, j'ai fait un survol. Bon, donnez-moi ce verre d'eau. Je vais vous montrer, nous allons faire une expérience. Il vaut mieux être stable. La voiture me secoue un peu, mais enfin, ça ne fait rien. C'est juste un exemple. Alors, bon, mettez votre main à plat comme dans les hiéroglyphes. Maintenant, disons qu'une goutte d'eau tombe sur votre main. Dans quel sens va rouler cette goutte, hein? Vers quel doigt? Le pouce ou de l'autre côté? Le pouce, je dirais. Ok, vous ne bougez pas la main. Restez immobile. Je vais faire la même chose en passant au même endroit. Dans quel sens va-t-elle rouler d'après vous? Mais en arrière, Voyez, le même. Le même sens, en arrière, le même sens. Oh. Ça a changé. Ça a changé pourquoi? Parce qu'il y a d'infimes variations. À cause de l'orientation de votre pilosité. Alan, regarde ça. La différence de dilatation de vos veines, les imperfections de la peau. Les imperfections de la peau. Oh, les vôtres sont microscopiques. Ça ne se reproduit jamais et il y a une forte influence sur le résultat final. C'est quoi? L'imprévisibilité. Exactement. Ah. Allez. Non, regardez ça. J'ai raison, vous voyez. Personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche. Alan? Et voilà, encore un exemple. Et je me retrouve tout seul là et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Ok. Alors maintenant, je vais vous en parler un peu plus précisément. Donc, on a vu qu'il y avait un grand enthousiasme au 17, 18e, 19e siècle par rapport au fait qu'on pouvait prédire les choses. Mais il y a un personnage important de l'histoire des sciences qui est Henri Poincaré, qui a commencé à nous faire douter et nous faire voir que les choses étaient certainement plus compliquées et qu'il y avait donc de l'effet papillon qu'il fallait prendre en compte. Donc dans un premier temps, Poincaré est assez optimiste et il a bien constaté, comme la plupart de ses contemporains et même de ses prédécesseurs, que c'est très difficile en général de résoudre une équation différentielle. Donc ce qu'il fait, c'est tout simplement qu'il invente ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie qualitative des équations différentielles. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre de manière analytique, avec des vraies formules, l'équation différentielle, eh bien simplement on va essayer de dire des choses à propos de cette équation différentielle. Donc on fait cela, c'est des choses qu'on apprend là encore une fois
au lycée ou à l'université. Et donc on va commencer à se poser des questions différentes. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes intéressé par le mouvement d'une planète. Eh bien, au lieu de vous demander où est-ce que sera la Terre dans 1 million d'années, exactement, eh bien, vous allez commencer à vous poser d'autres questions, à savoir, est-ce qu'elle sera encore au voisinage du Soleil? D'accord? Après tout, c'est une question qui est tout aussi intéressante. Alors, donc, vous voyez qu'on déplace légèrement le problème et on est un peu plus modeste. Et donc, on fait ça de manière qualitative. Et dans un premier temps, les choses se passent bien. Mais rapidement, Poincaré, justement, en étudiant le problème des 3 corps, donc c'est-à-dire le mouvement des planètes, quand il prend 3 astres, par exemple le Soleil, la Terre et la Lune, s'aperçoit qu'il y a certainement des phénomènes beaucoup plus compliqués que simplement les phénomènes périodiques ou quasi-périodiques. Donc il commence véritablement à sentir qu'il y a des comportements extrêmement compliqués que lui-même a du mal à décrire. Et il écrit ceci dans son œuvre majeure concernant la mécanique céleste: on sera frappé de la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Rien de plus propre à nous donner une idée de la complication du problème des 3 corps et en général de tous les problèmes de la dynamique. Donc encore une fois, le problème des 3 corps, c'est quelque chose de relativement concret, c'est d'étudier le mouvement du Soleil, de la Terre et de la Lune, ces 3 corps ensemble. Et donc il constate qu'a priori, il peut y avoir des trajectoires extrêmement compliquées. Alors Poincaré, il a fait beaucoup de travaux mathématiques, mais il est aussi célèbre pour avoir publié des ouvrages de ce qu'on appellerait d'épistémologie ou de philosophie des sciences. Donc il y en a 3 majeurs, et dont l'un d'entre eux s'appelle La science et la méthode. En général, dans ses ouvrages, il revient sur ses travaux scientifiques ou sur sa façon de voir le travail du mathématicien et du scientifique en général. Et là, je vais vous lire un extrait où il essaye de faire comprendre cette dépendance sensible aux conditions initiales, et vous allez voir qu'il s'exprime dans des termes qui sont extrêmement clairs et extrêmement limpides, et c'est normal parce qu'il prétend s'adresser à tout le monde, vraiment au grand public. Donc il fait vraiment des efforts, bien loin des travaux mathématiques extrêmement difficiles à lire en général. Et il prend un exemple météorologique. Pourquoi les météorologistes ont-ils tant de peine à prédire le temps avec quelque certitude? Nous voyons que les grandes perturbations se produisent généralement dans les régions où l'atmosphère est en équilibre instable. Les météorologistes voient bien que cet équilibre est instable, qu'un cyclone va naître quelque part, mais où ils sont hors d'état de le dire. 1/10 de degré en plus ou en moins en un point quelconque, le cyclone éclate ici et non pas là, et il étend ses ravages sur des contrées qui l'auraient épargné. Si on avait connu ce 1/10 de degré, on aurait pu le savoir d'avance, mais les observations n'étaient ni assez serrées ni assez précises, et c'est pour cela que tout semble dû à l'intervention du hasard. Ici encore, nous retrouvons le même contraste entre une cause minime, inappréciable pour l'observateur, et des effets considérables qui sont quelquefois d'épouvantables désastres. D'accord? Donc Poincaré nous fait comprendre qu'il suffit que la température varie d'1/10 de degré à tel endroit, et vous aurez un cyclone ou vous n'en aurez pas. Donc c'est vraiment ça ce qu'on appelle l'effet papillon. Il y a une dépendance extrêmement sensible aux conditions initiales. Et vous voyez que le mot est jeté, il parle, c'est tellement compliqué, et pourtant c'est déterministe. On a les équations, je vais en parler juste après, les équations de la météo, donc normalement on devrait pouvoir calculer ça. Mais c'est tellement compliqué, et il y a cette sensibilité aux conditions initiales, que finalement tout se passe comme si c'était dû au hasard. Et donc du coup, par exemple, je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'aurait l'idée d'aller prier ce soir un dieu quelconque pour que demain il y ait une éclipse. Par contre, il n'est pas clair qu'il n'y en ait pas parmi vous qui irait ce soir prier demain pour qu'il y ait du beau temps parce que vous avez une sortie avec des amis. D'accord? Donc c'est cette histoire-là que le hasard, c'est tellement compliqué qu'on s'en rend au hasard, et quand on s'en rend au hasard, on a envie de s'en rendre à des forces supérieures. D'accord? Alors voici la situation va rester bloquée pendant 60 ans, on va en rester là, et les gens ne vont pas véritablement s'emparer des travaux de Poincaré. Il faudra attendre
un autre grand scientifique qui s'appelle Edward Lorenz, donc qui est décédé récemment. Donc on est dans les années 50-60, et Edward Lorenz s'intéresse en particulier à ce qu'on appelle le phénomène de convection. Lui, c'est un spécialiste de la météo, mais à vrai dire, il est spécialiste de beaucoup de choses. Il n'a pas peur d'être informaticien, mathématicien. Il est un peu tout, mais enfin, ce qui le passionne, c'est le mouvement de convection, qui est la chose suivante. Quand vous avez de l'air et que vous le chauffez, eh bien, l'air devient moins dense et plus léger, donc il monte. Et en montant, il se refroidit, n'est-ce pas? Et donc, en se refroidissant, il y retombe. Et vous avez un mouvement comme ceci. Et donc, tout ceci, c'est étudié par les physiciens. Et on sait que c'est régi par un certain nombre d'équations qui sont plus ou moins les équations dites de Navier-Stokes, qui régissent les mouvements de la météo et qu'on cherche à résoudre et qui sont d'une complexité inextricable. Donc ce que fait Lorenz, plutôt que d'essayer de résoudre ces équations, ce qui est probablement perdu d'avance, eh bien, il fait comme ce que fait un mathématicien. Quand vous allez voir un mathématicien et que vous avez un vrai problème concret à lui poser, en général, il prend le problème, il le transforme, il le simplifie, il le caricature complètement, et il résout le problème complètement caricatural, et ensuite, lui, il est content, mais vous, ça ne vous a pas avancé rien du tout, parce que ça n'a pas du tout résolu votre problème de départ. Alors, c'est ce que fait Lorenz, il prend les équations de la météo, il les caricature, il simplifie les équations, etc. Il enlève les termes dont il ne sait pas vraiment quoi faire dans les équations, pour simplifier au maximum. Et il va obtenir un système d'équations très simple, que voici. Donc on ne va pas chercher à comprendre ces équations, mais je vais juste vous expliquer le point clé. Mais c'est ce qu'on appelle donc un système, c'est donc une équation différentielle, où il y a trois variables, x, y, z. Et il faut oublier ce que sont ces variables. Mais si vous voulez, l'idée c'est que avec ces trois nombres, x, y, z, eh bien, ces trois nombres sont supposés modéliser une atmosphère. C'est-à-dire l'état de l'atmosphère à un instant donné. D'accord? Donc vous pouvez imaginer que x c'est la pression, y une certaine vitesse, et z une certaine humidité, mais en fait on s'en fiche parce qu'on est passé du côté mathématique. D'accord? Donc on va essayer de travailler sur un système extrêmement simple et déjà essayer de dire quelque chose d'intelligent sur quelque chose de très simple. Donc à partir de maintenant, on va considérer que trois nombres x, y, z, ça modélise une atmosphère fictive. D'accord? Et donc on va regarder comment évoluent ces trois nombres au cours du temps. Mais vu qu'on a trois nombres, on peut les dessiner dans l'espace. Donc si je prends un point dans l'espace, et puis que j'ai un axe de coordonnées, j'ai donc mes trois nombres x, y, z, à ce point-là, vous allez dire que par exemple, c'est une situation de beau temps. Et puis quand vous déplacez votre point, eh ben là il fait un peu moins beau, et puis là il commence à pleuvoir, etc. etc. D'accord? Donc vous imaginez votre espace devant vous, vous le découpez en des zones, il y a des endroits où supposément il fait mauvais temps, d'autres endroits où il fait beau temps, d'autres endroits où il neige, etc. Et vous avez un point que vous promenez dans l'espace. D'accord? Quand il rentre dans une zone où il y a de la neige, ben vous imaginez qu'en fait c'est parce qu'il neige, et quand il fait beau, c'est parce qu'il fait beau. D'accord? Et le point, lui, il est assujetti à ce système d'équations différentielles, donc il va évoluer avec le temps, et donc on a envie de résoudre cette équation différentielle. Alors ce qui se passe, c'est que Lorenz est dans un laboratoire où les premiers ordinateurs apparaissent, au début des années 50-60. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir résoudre son équation, il va vouloir plutôt la simuler numériquement. Et donc, il va commencer à rentrer des paramètres, et puis à regarder un petit peu ce qui se passe. D'accord? Donc, voici ce qui se passe. Chaque point x, y, z de l'espace symbolise un état de l'atmosphère. Et l'évolution consiste à suivre un champ de vecteurs. Par exemple, mais c'est un exemple seulement, la première coordonnée pourrait représenter une température, la seconde la vitesse du vent et la troisième l'humidité. Ici, il fait froid, le vent souffle et il pleut.
Là, c'est le contraire. Quand on suit une trajectoire du champ, on suit l'évolution du temps qu'il fait. Le prévisionniste ne fait donc que résoudre une équation différentielle. Lorsque Lorentz observa ce modèle, il vit ceci. Tout cela a-t-il quelque chose à voir avec la vraie météo? Pas clair du tout. C'est ce que les physiciens appellent souvent un modèle joué, pour essayer de comprendre les grandes lignes d'un comportement complexe. Ok, donc vous avez compris, le point, il suit le champ de vecteur, donc qui est donné par l'équation différentielle, et il évolue dans l'espace, et donc ça simule le mouvement d'une atmosphère. Donc comme je vous ai dit, c'est un modèle joué, c'est-à-dire que les mathématiciens ne prétendent pas que ça n'a probablement rien à voir avec la météo, qui est infiniment complexe, mais quand on ne sait pas résoudre un problème compliqué, on essaye déjà de dire quelque chose d'intelligent sur un problème plus simple. Et c'est ce qu'a fait Lorentz, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a gardé toute une certaine substance au problème. Bien sûr, si vous simplifiez n'importe comment, il ne reste plus rien de votre vrai problème. Alors, maintenant, je vais vous dire le grand message de Lorentz. Donc, la première partie du message de Lorentz, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, et c'est quelque chose qu'on a à peu près tous compris. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 1972, Lorentz était invité à une conférence, et il l'a intitulée « Est-ce que le battement des ailes d'un papillon au Brésil peut-il engendrer un ouragan au Texas ?» Donc c'est vraiment la métaphore qui dit une petite variation de pression, de température quelque part, peut-il engendrer de grandes conséquences à des milliers de kilomètres plus loin. Rappelez-vous, c'est très très proche finalement de l'exemple de Poincaré, 60 ans avant, l'exemple météorologique de Poincaré. Si un battement d'aile de papillon peut engendrer un ouragan, la même chose est vraie pour tous les autres battements d'ailes du même papillon, mais aussi pour les battements d'ailes des millions d'autres papillons, sans parler de l'influence des activités des innombrables autres créatures plus puissantes, comme les hommes par exemple. Donc on en est rendu que, avant, on avait avec Laplace le déterminisme scientifique, on était très sûr de soi, on pouvait résoudre les équations différentielles, etc. Ensuite, on a découvert cette dépendance sensible aux conditions initiales, et finalement, on en est rendu au fait que finalement, on ne peut rien prédire. Parce que quand vous allez mesurer la température, la pression, etc., vous allez la mesurer avec un nombre fini, avec une précision finie. Et le fait d'avoir une précision finie fait que peut-être vous allez prédire un cyclone, alors qu'en fait, ce sera du beau temps. Donc, du coup, on se sent un peu perdu, et on a l'impression de perdre pied, et finalement, que le scientifique n'a plus rien à dire, à prédire. D'accord ? Donc c'est ça l'effet papillon. Donc c'est complètement décevant. Et vous imaginez bien qu'on ne peut pas se contenter d'un tel aveu d'échec. Et donc c'est ce qu'a fait Lorentz, c'est ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs, en particulier Poincaré. Il s'était arrêté un peu au constat d'échec. Lorentz va proposer de véritables méthodes scientifiques pour faire face à cet effet papillon. Donc à nouveau déplacer les questions qu'on se pose et tenter d'y résoudre. C'est la deuxième partie du message de Lorentz, qui elle est complètement méconnue du grand public, et pourtant qui est à la base et au fondement de ce qu'on appelle la théorie du chaos, qui est une véritable théorie mathématique et scientifique en soi. Voici ce qu'il dit. « J'avance l'idée qu'au fil des années, les petites perturbations ne modifient pas la fréquence d'apparition des événements tels que les ouragans. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. » Donc je vais essayer de vous expliquer cette idée clé, et puis ensuite l'illustrer par un film. Donc ce que dit Lorentz, c'est que peut-être que ça existe l'effet papillon, peut-être que c'est vrai qu'un battement d'aile peut engendrer de grandes conséquences à des milliers de kilomètres. Mais par contre, le nombre de grandes conséquences qui auront lieu, lui, ne doit pas dépendre d'un battement d'aile. Autrement dit, vous avez une dépendance aux conditions initiales, donc vous avez une dépendance sensible aux conditions initiales, mais vous avez une insensibilité statistique à ces conditions initiales. C'est-à-dire que si vous mesurez le nombre d'ouragans qui vont traverser le Texas, par exemple, pendant tout l'automne de l'année 2020, vous allez compter le nombre d'ouragans qui vont traverser,
Eh bien, ce nombre-là, lui, ne doit pas dépendre du fait qu'il y ait des papillons qui battent des ailes au Brésil. D'accord ? Les papillons, peut-être, quand il y a un papillon qui bat une aile, ça peut déplacer un ouragan. Peut-être qu'il n'aura pas lieu ou qu'il n'aura pas lieu. Mais le nombre, la statistique, elle, est indépendante de ces petites variations. C'est ça la grande idée de Lorentz, et c'est ça qu'on essaie de vérifier. Voyons ça dans un petit film encore. Voici deux trajectoires du système de Lorentz, une bleue et une jaune, qui ne partent pas nécessairement de conditions initiales proches. Effaçons, disons, les 10 premières secondes du mouvement et observons la suite. Que constate-t-on ? Que les trajectoires sont en effet très différentes. Elles semblent un peu folles et bien peu prévisibles. Mais elles s'accumulent sur le même objet en forme de papillon, qui semble ne pas dépendre de la position initiale. Elles semblent attirées par ce papillon. C'est pour cette raison qu'on parle de l'attracteur de Lorentz. Un attracteur bien étrange. Voilà un phénomène scientifique positif, qui n'est malheureusement pas aussi célèbre que l'effet papillon. Au lieu d'observer deux trajectoires, observons-en beaucoup plus. Regardez toutes ces boules, qui sont tout autant d'atmosphères idéalisées. Après un certain temps, elles se sont toutes accumulées sur le même papillon. Un bien bel objet qu'on ne se lasse pas de regarder. D'accord ? Donc ce qu'on vient de voir, c'est que quand on prend une position de départ, donc on suit, le météorologiste résout l'équation différentielle et ça suit un certain champ de vecteurs. Maintenant, quand on prend une autre condition de départ qui n'a rien à voir, qui peut être très proche ou rien à voir, eh bien on a deux trajectoires qui vont être donc très très différentes. Mais ces trajectoires sont attirées par cet objet-là qui a une forme de papillon et qu'on appelle l'attracteur de Lorentz. Et l'idée donc de Lorentz, c'est de dire que la statistique, je vous ai remis le même transparent, c'est de dire que la statistique sur cet attracteur ne dépend pas de la condition initiale dont vous êtes parti. Donc concrètement, ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire numériquement, c'est qu'on va prendre une boule quelconque, et imaginez que cette boule, vous allez y penser, par exemple, c'est la boule, quand votre trajectoire passe dedans, ben c'est parce qu'il neige, par exemple. Et puis vous allez compter le temps passé par votre trajectoire dans la boule. Donc tantôt elle rentre dans la boule, tantôt elle va se promener, tantôt elle revient, elle rentre dans la boule. Et vous comptez la proportion du temps passé dans cette boule. Si vous prenez deux conditions initiales quelconques, eh bien les trajectoires vont être complètement différentes, mais ce qu'on va voir, c'est que la proportion du temps passé dans la boule, elle, est la même. D'accord ? Donc tout ça pour dire que l'idée avancée par Lorentz semble vérifiée. D'accord ? Donc je vais vous faire voir quelques images, vous allez mieux comprendre ce que je viens de vous dire. Rappelez-vous que chaque point de l'espace représente un état de l'atmosphère. Dans certaines zones, il fait beau et dans d'autres, c'est l'ouragan. Supposons que la zone qui correspond à un ouragan soit cette petite boule. Prenons une condition climatique initiale et observons la trajectoire. De temps en temps, un ouragan se produit, dont la trajectoire pénètre dans la boule. Comptabilisons la proportion du temps entre 0 et t pendant lequel un ouragan sévit. Voyez,
Il semble difficile de deviner à quel moment précis sa trajectoire rentre dans la boule. Mais on constate que le temps moyen de passage dans la boule converge vers une limite quand t tend vers l'infini. Ici, environ 5,1%. Maintenant, prenons une autre condition initiale et faisons le même calcul. Eh bien, là encore, on voit que le temps de passage tend en moyenne vers une limite. Mais, aux surprises, on constate que cette limite est la même que précédemment, environ 5,1%. Essayons avec une autre trajectoire. Ça marche. On obtient la même limite. Et pourtant, les trajectoires sont très différentes. Elles sont sensibles aux conditions initiales, aux ailes de papillon. Prenons une autre boule, rose peut-être, et une troisième, verte. Peut-être les périodes de canicule ou de neige. Lorsqu'une trajectoire se développe, elle traverse les boules dans un certain ordre. Pour voir ce qui se passe, considérons 3 trajectoires partant de 3 conditions initiales différentes. Regardez. Sur les trajectoires, les situations ouragan, neige, canicule alternent de manière incompréhensible, différente d'une trajectoire à l'autre, impossible à comprendre. Mais les proportions de jaune, vert et rose convergent rapidement vers les mêmes limites. Ici, 5,1, 14,03 et 7,4%. Tout se passe comme si on tirait au hasard des boules jaunes, vertes ou roses avec des probabilités bien précises. Ok, donc j'aimerais que vous reteniez le message. Donc l'effet papillon, c'est pas simplement la dépendance sensible aux conditions initiales, mais c'est un vrai projet pour les mathématiciens et les scientifiques en général, qui est de démontrer qu'il y a une insensibilité statistique à ces conditions initiales. Et donc que le déterminisme scientifique existe encore, mais a pris sous une forme différente. Et donc on peut encore essayer de prédire des choses, mais simplement on a déplacé les questions. On ne se demande plus quel sera le temps qu'il fera à Fleurance dans 10 ans, jour pour jour, mais on peut se demander quelle quantité d'orages ou de tempêtes traverseront la France dans 10 ans sur une échelle d'une saison, par exemple. D'accord ? Donc je vais m'arrêter là parce que à ce stade, vous devriez commencer à avoir mal un petit peu à la tête. Et je voudrais terminer par cette citation de Buffon. Tout s'opère, donc Buffon, vous voyez, c'est le début du XVIIIe siècle. Tout s'opère parce qu'à force de temps, tout se rencontre et que dans la libre étendue des espaces et dans la succession continue du mouvement, toute matière est remuée, toute forme donnée, toute figure imprimée. Ainsi, tout se rapproche ou s'éloigne, tout s'unit ou se fuit, tout se combine ou s'oppose, tout se produit ou se détruit par des forces relatives ou contraires qui seules sont constantes et se balançant sans se nuire, animent l'univers et en font un théâtre de scènes toujours nouvelles et d'objets sans cesse renaissants. Je vous rassure, j'avais relu ça avant de monter sur scène. Merci beaucoup.